Bonjour. Ah ben oui, je vois personne en fait. Ça commence bien. En tous les cas, je suis ravie d'être là. C'était un peu un challenge parce que Laurent m'a proposé de faire cette intervention et puis il avait d'emblée posé le titre. Et cette façon de poser une question entraîne un oui ou un non. Et donc, pour parler de la recherche qualitative, là, l'entrée en matière était vraiment parfaite. J'ai oublié d'inscrire que je n'ai aucun conflit d'intérêt. J'aime aussi les pizzas, mais on m'en a jamais proposé. Et donc, je n'ai rien à déclarer, ce qui est encore plus pratique. En tous les cas, pour répondre à cette question, et parce qu'on a beaucoup parlé de chiffres jusqu'ici, je me suis dit que j'allais rester quand même dans la thématique et finalement laisser parler les chiffres. Est-ce que la recherche qualitative a sa place en réanimation? Après tout, si on regarde sur une équation très simple avec sans doute plein de limites parce que le mot qualitatif peut se retrouver pour d'autres raisons dans des abstracts, on trouve 2715 articles sur cette simple équation de recherche. Et donc, je me suis dit que je pouvais presque arrêter là, j'avais répondu à la question et m'en aller. Sauf que parler de recherche qualitative, c'est aller plus loin qu'un oui ou un non, et c'est justement d'explorer en quoi et comment et pourquoi ça peut être intéressant en réanimation. Et donc, je vais poursuivre et je ne vais pas m'arrêter là, et prendre quelques exemples repérés dans des publications récentes de thèmes abordés et de façons d'aborder cette recherche qualitative en réanimation, avec un premier article qui s'intéressait aux médecins, mais aussi au rapport des médecins avec le reste de l'équipe soignante en réanimation sur la gestion de fin de vie. Et donc, la méthode utilisée pour cet article, c'était des interviews, des entretiens avec les professionnels, avec les médecins d'une part, mais aussi d'autres équipes. Et donc, vous avez utilisé ce qu'on appelle des focus group, des entretiens collectifs, où les personnes peuvent se retrouver et intervenir, rebondir aussi sur ce que peuvent dire les uns les autres. Autre exemple, comment les patients peuvent être impliqués dans des décisions alors même qu'ils sont hospitalisés en réanimation et parfois avec une communication abrasée. Vous connaissez ça sans doute beaucoup mieux que moi, mais la méthode qui a été utilisée, c'était une méthode d'ethnographie, c'est-à-dire que le chercheur est venu se positionner dans le service et faire de l'observation directe pour pouvoir repérer, au-delà même du discours qui n'était pas forcément présent, carrément regarder dans le soin quotidien, là où les soignants impliquaient le patient dans les décisions, qui est une thématique qui m'est chère. Et j'ai trouvé intéressant aussi de proposer dans des articles des méthodes rarement retrouvées, en tout cas dans les publications, parce que l'observation, ce n'est pas la méthode la plus utilisée, alors même que c'est une méthode très classique en recherche qualitative dans d'autres domaines, anthropologie et autres, mais à l'hôpital, on la retrouve un peu moins. Autre exemple, comment les infirmières gèrent l'administration de plusieurs médicaments dans les voies veineuses, périphériques ou centrales. Ça, c'est des thématiques, je sais, notamment Jérôme s'est intéressé à ça dans un autre travail précédent. Et là, encore une fois, des focus group. Et les infirmières ont pu expliquer leurs décisions, leur processus mental pour pouvoir gérer ces prises en charge. Et ça a montré qu'il y avait des grosses différences en fait de schémas décisionnels pour les infirmières. Alors, ces études, elles font l'état des lieux de quelques participants. Bien entendu, c'est peut-être la limite de certains résultats, mais ça peut, en tous les cas, nourrir des réflexions, d'une part pour faire un constat, mais aussi rebondir sur des interventions qui pourront ensuite être reprises et évaluées dans des schémas plus quantitatifs de recherche. Dernier exemple que j'ai pris, qui était c'est pas le dernier, pardon, c'est le confort et l'inconfort. Alors, comment le patient, les infirmiers, les médecins envisagent le confort en réanimation et en tous les cas, le confort et l'inconfort, puisque les soins de confort, ça, ce sont des soins qui sont prodigués, en tout cas en réanimation, de façon quotidienne, avec ce vif intérêt, et en même temps on parle d'inconfort, et donc comment rallier les deux. Et cette recherche a été faite à base d'entretiens semi-directifs avec des soignants et des patients.
Et puis, ce qu'il en ressort en tous les cas, c'était aussi que les patients ont ce souvenir qui est un peu différent, et donc cette difficulté à évaluer au moment de l'inconfort le ressenti par rapport à un discours qui peut se faire à la sortie de la prise en charge. Et enfin, le fameux article dont on a parlé tout à l'heure dans la session de Laurent, le groupe Famiréa, dont peut-être certains font partie, qui est un article court, une lettre à l'éditeur, mais qui fait état d'une recherche qualitative en France par le groupe Famiréa sur la perception de cette prise en charge liée à la Covid-19 et l'absence de la famille, avec une perte totale de repères et donc l'impression de vivre dans un cauchemar permanent, et des mots forts de patients qui peuvent aussi aider le soignant à se repérer dans ce qu'il peut voir et entendre lors des prises en charge. Voilà finalement l'illustration des 2700 articles, en tous les cas une petite partie. Et j'ai essayé de répondre, et alors, quelle différence s'il fallait sortir d'ici avec des idées sur ce qu'est la recherche qualitative. Et je vais vous demander de faire un petit pas de côté par rapport à vos repères de recherche quantitative. C'est vraiment un pas de côté de carte mentale nécessaire, puisqu'on ne va pas répondre aux mêmes questions. Quand on fait de la recherche qualitative, on passe d'emblée, donc ça c'était Voyage à Nantes, pour ceux qui veulent venir voir le pas de côté en vrai, il se trouve chez nous. Mais autant en recherche quantitative, à quoi sert la recherche? On va répondre par rapport à une vérification d'hypothèse, par rapport à l'envie de montrer qu'une intervention est meilleure, ou en tous les cas va donner le même type de résultat qu'une intervention habituelle si on est dans un schéma de non-infériorité qui peut montrer qu'en faisant moins, on fait aussi bien. Mais on va poser une hypothèse et y répondre. Autant, dans ce schéma quantitatif, on va être sur des objectifs en effet quantitatifs et on va répondre avec des chiffres. Et puis, quel type de données répond à la recherche? Eh bien, c'est évaluer, c'est montrer une supériorité. Mais la recherche qualitative, elle va forcer à se poser différemment la question. Et c'est là où finalement, ça semble toujours simple peut-être de le dire comme ça, mais le cerveau va devoir se dire que de cette proposition d'atteindre une vérité, qui serait cette hypothèse qu'on a posée, d'atteindre la vérité, eh bien, il faut accepter dans notre carte mentale que la vérité, finalement, elle n'est pas si unique que ça. Et qu'en recherche qualitative, à l'inverse, on peut aller chercher des vérités, en tout cas des points de vue différents, et accepter que dans le monde, il n'y a pas une seule vérité, mais plutôt des opinions différentes, et qu'elles se valent toutes quand on est dans certains domaines, en tous les cas du ressenti, de la perception des émotions, et qu'accepter ce pas de côté, que le patient peut ressentir les choses différemment selon qui il est, que mon collègue infirmier peut vivre des situations différentes que moi, et que les médecins... Et voilà, c'est ce pas de côté nécessaire, ça ouvre la voie à ces recherches qualitatives. Et pour avancer et essayer de mieux comprendre l'origine de ces réflexions scientifiques et l'impact que ça va avoir sur les designs de nos études, il faut remonter à des considérations philosophiques, et notamment aux philosophes des sciences, dont Thomas Kuhn, par exemple, qui est un philosophe du XXe siècle, qui a rapporté, qui a essayé de schématiser ça autour de deux paradigmes, et qui dit bien que finalement, c'est quand même difficile de concilier les deux et de se dire qu'il n'y a qu'une recherche et autour de ça, on greffe. Donc lui, il propose quand même de schématiser ça autour de deux paradigmes. Et même si on peut s'entendre sur le fait que la recherche qualitative, quantitative peut se mêler dans des études, par exemple des schémas mixtes, et dans un même terrain d'études qui pourrait être, par exemple, des unités de réanimation. Pour autant, quand on est chercheur et qu'on utilise des méthodes qualitatives, on force son cerveau à travailler d'une façon, et quand on fait de la recherche quantitative, on le force à travailler d'une autre façon. Et que les petites poulettes du poulailler rouge, même si elles veulent bien connaître les voisines du bleu, il faut qu'à un moment, on accepte quand même de rester dans ce schéma de pensée, sinon on va vers le biais énorme en recherche.
Ce que ça donne, en tous les cas, si on doit un petit peu avancer, vous donner des repères pour avancer sur le design de peut-être d'études à venir et de protocoles. Concernant la nature de la réalité, si on est sur le paradigme positiviste, en tous les cas, ce qui va amener vers la recherche quantitative après, c'est de considérer qu'il existe une réalité et c'est celle qu'on veut atteindre et c'est celle qu'on va poser comme hypothèse. Alors même qu'en recherche qualitative, on va s'orienter plutôt vers une réalité multiple et notre objectif, ce sera d'aller repérer la multiplicité et ça sera bien là que ça sera intéressant et non pas d'aller montrer qu'il n'y a qu'un point de vue. Ça va générer derrière aussi une façon de traiter l'échantillon et d'aller faire de la récolte de données. Le but de la recherche, eh bien, d'un côté, on va décrire, expliquer, et de l'autre côté, on va explorer, justement, on va aller identifier, on va aller recenser des points de vue différents. Les méthodes qui s'en suivent, d'un côté, on va appeler ça une recherche déductive, on pose une hypothèse qu'on vérifie. À l'inverse, on va aller vers des méthodes inductives, où on va laisser le terrain dans lequel on travaille s'exprimer. Et cette façon-là d'aller repérer du terrain et ensuite de formuler une synthèse, une hypothèse, on appelle ça de l'induction. Et puis, la nature de l'observation et le comportement humain en quantitatif, l'air de rien, quand on regarde nos designs d'études, on laisse un peu de côté les patients qui sont hors normes, on essaye le plus possible de standardiser l'intervention, et donc on va contrôler d'une certaine façon notre réalité. Ce qui fait qu'après, de généraliser à toute la population nos résultats, eh bien, ça n'est pas tout le temps possible. Et là, petit pas de côté dans l'autre sens, ce sont des débats sur, par exemple, l'impact de nos résultats sur le fait, sur le genre. Finalement, c'est des domaines de recherche assez peu explorés, mais ne serait-ce que le métabolisme féminin par rapport au métabolisme masculin, quand on ne contrôle pas cet aspect-là, eh bien, les résultats ne sont pas tout le temps généralisables. Mais à l'inverse, en recherche qualitative, on va justement intervenir le moins possible pour aller repérer toutes les possibilités de vécu. J'aborde là quelque chose qui pourrait vous intéresser en tant que chercheur, peut-être investigateur d'une étude qualitative. On l'a vu dans vos études multicentriques, on peut être l'investigateur principal, d'avoir eu l'idée au départ et faire tout à fait confiance à ses collègues au bout de la France pour aller investiguer dans son centre. Et si la mise en place s'est faite en visio, vous n'irez peut-être même pas dans le centre. On voit bien qu'il y a une grande distance entre celui qui a eu l'idée au départ et ensuite le recueil de données. On demande aux chercheurs d'ailleurs de ne pas trop intervenir pour éviter des biais. À l'inverse, en recherche qualitative, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer au point d'à un moment d'être, on l'a vécu avec Yvan qui est là et qui fait une thèse actuellement avec un volet qualitatif. Quand on mène des entretiens avec des patients, bien, ça reste de l'humain et qu'il faut accepter aussi de donner un peu de soi, c'est-à-dire que pour accéder à une relation de confiance sur une heure, eh bien, il ne faut pas essayer de prendre un statut de chercheur ou quelque chose qui pourrait être du théâtre, ça ne marchera pas. Il faut être soi, il faut être authentique, ce qui fait que des entretiens peuvent ne pas se passer de la même façon selon le chercheur. Pour autant qu'il y a des biais, c'est apprendre à un moment, l'objectif c'est une relation authentique des objectifs qui ont été dits, on a bien rappelé aux participants à quoi servait l'entretien, mais après, accepter en tout cas d'être soi pour accéder ensuite à cette relation. Le type de données, d'un côté, ça va être des données quantitatives, vous connaissez ça parfaitement, et des données qualitatives, ça parle un peu pour soi, mais je le rappelle, ce sont des verbatims, en tout cas parfois des mots, mais aussi des attitudes, une observation qui peuvent être recensées dans des grilles d'observation. Donc, autant l'entretien peut être verbal et un simple dictaphone peut suffire, autant maintenant qu'on a accès au Zoom et à la caméra, on peut avoir aussi accès au faciès et ces choses-là sont vraiment importantes à repérer et elles permettent aussi parfois de rebondir et de continuer l'entretien. Et puis les résultats vont être, d'un côté, le but va être de généraliser à une population et à l'inverse, de l'autre côté, de s'en tenir à une description en contexte. Rapidement, sachez qu'on n'est pas sur une méthode, mais des méthodes qui vont de la description simple, qui est plutôt une méthode utile quand on débute dans ces recherches qualitatives, puisqu'on va demander de prendre une photo et de décrire les éléments. Ensuite, à des méthodes plus complexes qui demandent parfois d'être un peu acculturé à ces méthodes-là. La phénoménologie, c'est d'aller recenser le point de vue du patient
et de surtout pas nous interpréter à sa place. Donc on va lui demander d'interpréter, d'expliquer son interprétation sans y mettre, nous, notre interprétation. Théorisation ancrée, c'est la méthode des sociologues qui analysent plus les interactions entre les systèmes, et donc ils vont eux aussi, interpréter et poser des hypothèses qui à la fin pourraient donner un semblant de théorie. Et enfin, l'ethnographie, c'est se positionner dans un milieu naturel. Ce sont des méthodes qui viennent de l'anthropologie et qui peuvent tout à fait être utiles dans les milieux de soins. Je ne reviens pas sur cette slide qu'on revoit à toutes les présentations, mais pour les méthodes qualitatives, les directives correctes peuvent être une bonne base pour aussi construire un protocole. Et puis, je voulais finir sur quatre points qui me semblent importants quand on envisage de démarrer un projet en recherche qualitative. C'est qu'il y a une phase de problématisation théorique qui est nécessaire et qu'il faut se faire accompagner à ce moment-là, parce que utiliser un point de vue, c'est un vrai travail de lecture en amont. Et pour tous ici qui avaient peut-être une formation initiale d'infirmier, voilà, le travail de fin d'études infirmier nous a culturé à ça. Et puis, choisir son... C'est rouge, donc on ne veut plus que j'y aille. L'influence du chercheur, et puis ne pas oublier que le choix de l'échantillon va être primordial. Et enfin, le coût, parce que le coût humain, c'est un point très important à prendre en compte. Et il faut se faire aider, puisque vous, en tant qu'infirmier de réanimation, vous allez poser votre regard d'infirmier de réanimation et vous allez sans doute notamment induire votre point de vue. Et donc, il faut absolument faire rentrer dans l'équipe de recherche quelqu'un qui est neutre et qui pourra peut-être ouvrir aussi le mode de pensée. Et donc, payer cette personne, c'est du coût humain. Et vous savez que ce sont des nécessités de rechercher des bourses de recherche. Donc, je termine en proposant de finir sur une affirmation et plus une question, parce que je pense qu'il n'y a plus rien à montrer. Et que peut-être qu'en tant qu'infirmier, c'est notre façon aussi de monter des projets, on va dire, interdisciplinaires, puisqu'on est qualifié.